pourquoi la stratégie en Formule 1, c'est compliqué. Et là, je vais faire appel à vos talents sur F1 Manager. Pourquoi la Formule 1, c'est stratégique. Euh, on peut donner la parole à un grand stratège de la F1, à Alex. Alex, pourquoi la F1, c'est si stratégique? Et c'est toi qui l'as emmené le sujet, est-ce qu'un pilote, est-ce que c'est bon aussi d'avoir un pilote qui contredit son ingénieur et est-ce qu'il peut le faire? Ouais. C'est un sujet qui me plaît beaucoup, surtout parce que, étant grand fan de Leclerc et étant fan de Ferrari, ça ferait du bien d'avoir. Enfin, ce serait génial que le stratège Ferrari puisse nous écouter un petit peu pour avoir un peu quelques informations, quelques insights, si je puis dire. Non, moi je pense que déjà, il y a quelque chose que j'aimerais quand même mettre en avant, c'est la stratégie a évolué au fur et à mesure des générations qu'on a vécues, hein, en Formule 1. Dans les années 2000, c'était vraiment l'expérience du pilote pur, même dans les années 60-70, avec Niki Lauda, etc. Le pilote qui courait en Formule 1, il avait quand même aussi une connaissance mécanique, il savait un petit peu comment exploiter la voiture, il était vraiment en contact avec la voiture. Et en fait, au fur et à mesure des années, la voiture est devenue beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique, et on le voit aujourd'hui avec les monoplaces d'actualité, hein, où en fait, il y a de l'électrique, il y a de l'électronique, il y a les 150 boutons sur le volant à mémoriser par cœur. En 2015-2016, quand ils avaient introduit cette fameuse règle où en fait l'ingénieur ne pouvait pas communiquer avec le pilote s'il avait un souci sur la monoplace pour les réglages, il fallait que le pilote retienne tous les réglages plus se concentre sur son pilotage, plus la radio, plus la gestion de ses pneus, etc., etc. Ça a rendu les choses hyper complexes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, la stratégie, bah, il y a une personne qui va être dédiée à ça et qui va dire, ok, bon bah, on va calculer la dégradation de tes pneus, puisque Pirelli ont des pneus qui se dégradent à plus ou moins forte et moyenne intensité. Euh, et donc du coup, bah, en fait, le stratège va dire, bah écoute, on pense que bah, Pirelli a fait une suggestion comme quoi, bah, sur une course de 47 tours, tu pars en soft, donc avec les gommes qui sont les plus rapides mais qui s'usent le plus rapidement. Tu peux faire 20 tours maximum et ensuite tu peux changer pour des médiums et tu peux aller jusqu'au bout du circuit. Et donc après, c'est là où il y a un stratège qui va te dire, bah moi en fait je pense plutôt qu'il faut la jouer différemment. Et donc en fait ça, aujourd'hui, les pilotes, bah, misent beaucoup sur leur stratège. Red Bull le fait énormément. On voit jamais un Verstappen dire, «OK, non, je m'arrête pas à ce tour-là» et cetera. Il dit juste, il communique avec son ingénieur en disant: «Bah là, moi je trouve que c'est bien, je peux continuer encore, les dégradations sont bien». Là, on l'a vu à Spa, Ferrari et Sainz communiquaient beaucoup, ils disaient, beaucoup de dégradations» et Verstappen le tourne après, pareil, dégradation assez élevée. Donc c'est des informations qu'il faut remonter aux ingénieurs et ensuite les ingénieurs se disent: «Bon bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va l'arrêter comme initialement prévu? Et aussi, il y a d'autres variables, comme par exemple, je prends une hypothèse, Leclerc pourchasse Verstappen, ça fait 10 tours qui se pourchassent, et bah du coup, à un moment donné, l'ingénieur va lui dire, bah écoute, tu vas t'arrêter 1 à 2 tours plus tôt que ce que l'on pense. Comme ça, bah, en fait, tu vas gagner l'avantage. Quand tu vas ressortir des stands, tu vas avoir des pneus, tu vas avoir une petite avance sur un tour, tu vas gagner 2 secondes, 3 secondes, mais qui peuvent te permettre de dépasser Verstappen s'il s'arrête lui aussi. Parce qu'en moyenne, un arrêt au stand, ça prend entre 15 et jusqu'à 25 secondes en fonction des circuits. Et donc, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on a eu depuis le début de saison malheureusement un Charles Leclerc qui a subi le choix de ses ingénieurs qui a été plutôt mauvais, qui ont été approuvés quand même par le directeur, enfin le directeur de l'écurie Ferrari, Mattia Binotto. Et donc là, en fait, je pense que Charles, avec toute la déception qu'il a eue, quand là, l'ingénieur Ferrari lui a dit, bon, bah, on a une stratégie, on va changer de stratégie, tu vas t'arrêter là le tour prochain. Bah, Charles Leclerc, il a dit, bah non, moi je sens la voiture, je sens que je suis bien, je peux encore continuer peut-être 10 tours. Et donc l'ingénieur, il s'est dit, bon, bah écoute, on va te faire confiance. Hop, ils vont analyser. Pendant un tour, ou suivant le message à la radio, ils ont analysé un peu la statistique, le fait qu'il ait chauffé les pneus ou autre, et ils lui ont dit, bon bah écoute, tu peux continuer 5 tours et on va voir ce que ça va donner. Et finalement, ça a été, je trouve, une bonne stratégie, puisque ça lui a permis quand même de grimper encore un petit peu quelques places, si ce n'est une mauvaise stratégie à la fin. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qu'un pilote quand même si aujourd'hui on a un niveau de complexité en termes de monoplace,
bah, un pilote peut quand même sentir sa voiture, ressentir les vibrations, ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme là, à Spa toujours quand Verstappen a enlevé son espèce de visière et Leclerc se l'est prise dans son frein, il a senti que quelque chose n'allait pas du tout et c'est vraiment en fait, je pense, pour essayer de mettre les spectateurs et nos auditeurs dans le bain, faut se dire quand même qu'un pilote, il est lancé à 250, 300, il a le son de la voiture, il a le son du vent, il a pas mal de choses. Là, vraiment, s'il sent des vibrations dans sa voiture, il faut qu'il sache et il sait globalement d'où ça vient. Il sait si ça vient du train avant droit, de l'arrière, etc. S'il y a quelque chose qui va pas, il sait s'il y a un bruit qui est complètement différent de ce qu'il a l'habitude d'entendre. Et donc, c'est là où il fait des retours à son ingénieur qui, lui, va essayer de trouver un petit peu ce qu'il en est. Et donc, je trouve que aujourd'hui, et ça, c'est ce qui n'a pas changé depuis les années 60-70. Moi, je pense qu'un pilote aujourd'hui est quand même capable de dire si la voiture peut aller au bout, s'il faut s'arrêter à tel moment, si c'est une bonne solution, ce que son stratège lui dit, ou non. Et donc, du coup, de pouvoir aller un petit peu plus loin si nécessaire pour potentiellement avoir, du coup, une place sur un podium. Je vous prends encore une fois un exemple où, par exemple, ça a été l'inverse cette fois-ci. C'est Lando Norris l'année dernière, il me semble, en Russie. Il reste 5 tours et là, il commence à y avoir un peu de pluie. L'ingénieur demande à Norris, est-ce que tu veux qu'on s'arrête pour les pneus pluie? Il te dit non, non, je peux continuer encore un petit peu. Résultat, littéralement 10 secondes après, il part dans le mur quasiment. Enfin voilà, il a ressorti un petit peu. Mais donc du coup, voilà, parce qu'il n'a pas écouté son stratège qui lui avait dit que ce serait quand même préférable de rentrer pour des pneus pluie. Donc voilà, il y a un peu des deux, je pense. Lando Norris aussi un pilote un peu plus jeune, je trouve. Mais pour moi, un stratège, ça doit quand même bien faire son boulot. Chez Red Bull, ils sont très compétents. Chez Mercedes aussi, ils sont très compétents. Même si Lewis Hamilton aussi connaît les monoplaces, il a quand même plus de 15 ans d'expérience, Lewis, pour savoir un petit peu si ça va ou si ça va pas. Et donc, du coup, je pense qu'un pilote, quand même, doit suivre son destin, doit suivre son instinct aussi derrière, au sein de la monoplace dans laquelle il est, au sein de l'écurie à laquelle il est, parce que les voitures sont différentes. Et donc, du coup, imposer un petit peu son choix, si lui, il sent qu'il doit continuer ou non. Bah, très intéressant. En plus, tu soulèves un point qui est rarement expliqué aux gens, c'est qu'il faut aussi une certaine affinité entre ton ingénieur de course et le pilote. Et c'est quelque chose, par exemple, qui est retranscrit dans le dernier jeu F1 Manager. On en parle beaucoup, mais c'est parce qu'il vient de sortir. Mais d'avoir une affinité entre le pilote et son ingénieur de course permet en fait d'avoir une meilleure stratégie et de comprendre un peu ce que veut dire le pilote quand il est énervé, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends l'exemple de Gasly avec Pierre Hamelin, où du coup ils arrivent à se communiquer très facilement. T'as aussi c'est Bono avec Hamilton. Ouais. Ils se comprennent, ils ont le même sens de la stratégie. Donc c'est ça qui est assez fou, c'est que tu as des, c'est un peu un pack. En fait, c'est le sport individuel le plus collectif au final. Parce que en fait, tu te rends compte que bah, limite, c'est même plus un sport individuel. Ça se transforme en sport collectif parce que t'as toute une équipe qui travaille avec toi sur ça. Et là où la part est importante, c'est la data. Mais du coup, avant de parler de tout ça, est-ce que Yo, toi, tu as un avis? Pourquoi la stratégie en F1, c'est compliqué? Est-ce que tu penses, comme l'évoquait Alex, que un peu le sentiment du pilote, son feeling avec la monoplace, c'est ultra important ou est-ce qu'on base encore tout trop sur la data? Alors, moi, je vais aller dans le même sens qu'Alex. On base trop les choses sur la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends toutes les données, c'est ce qui se fait d'ailleurs, c'est que tu prends toutes les données des essais du vendredi et du samedi, tu vois les qualifs, comment ça se passe, et ensuite on te dit, bon, tu sais à quelle position va finir ton pilote, si tout se passe bien. Aujourd'hui, on prend par exemple un exemple d'Alonso. On sait très bien qu'avec la voiture qu'il a et les temps qu'il fait le vendredi et le samedi lors de la dernière séance d'essai libre, on sait qu'il finira 7 ou 8e, et Renault le sait. Donc la seule chance qu'ils ont, et la seule chose qui peut faire la différence, c'est soit une safety car, soit un crash à l'avant, ou un problème, ou anticiper ce qui se passe. Ce qui se passe quand on dit on fait l'undercut, c'est qu'on anticipe son arrêt par rapport à la data qui était donnée pour essayer de dépasser l'autre. Mais sinon, je trouve qu'aujourd'hui, on laisse pas du tout la part, en tout cas la place,
données au pilote est trop réduite, on donne beaucoup trop d'informations techniques. Contrairement à, je compare avec la MotoGP. En MotoGP, t'as pas toute cette communication qui se passe, alors que les mecs, ils ont leurs pneus à gérer, et des fois, ils ont des pneus tendres à l'avant, des pneus durs à l'arrière. Ils ont aucune information, ils ont juste un écran où on leur dit ok, passe en mode 4, en mode 5 ou en mode 6. Mais sans plus, ça n'a aucune communication directement avec le board. Quand il pleut, c'est eux qui gèrent pour savoir s'ils doivent rentrer au stand. On va pas leur dire ben, rentre au stand à ce tour-là. Et on voit qu'il y a du spectacle. Euh, des pilotes, tu vois qu'ils se battent du début jusqu'à la fin. Là, sauf si tu veux faire le meilleur tour. Quand il y a le petit train-train qui est habituel qu'on a en fin de course, je trouve bien qu'il va rien se passer, que tel pilote va pas garder sa position parce qu'il sait qu'il est dans ses objectifs et qu'il espérait pas mieux en début de course. Euh, et puis, tu as aussi beaucoup trop d'éléments qui entrent en compte. Par exemple, hier, je lisais un article en complément d'un documentaire que j'ai vu sur Canal samedi après les essais, où en fait, ce qui se passe, c'est que en fonction de la dureté de tes roues, tu appuies sur un bouton pour modifier la vitesse quand tu rentres dans les stands. Parce que vu qu'elle a la dureté, elle évolue, c'est pas le même, les roues ne font pas le même tour. Et donc, il faut que tu adaptes cela. Donc, c'est rien que ça montre déjà que rouler à 70 km/h, c'est tellement technique que tu as besoin de ton ingénieur pour entrer dans les stands et rouler une certaine vitesse. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui s'est passé hier avec comment il s'appelle? Avec Leclerc. Avec Leclerc. Elle a voulu rentrer dans les stands. Ouais, donc on est Ouais, sur un bon package d'éléments C'est ça, il y auxquels a il faut trop faire d'éléments en attention. plus. C'est ça, en plus du volant qu'expliquait Alex en début. Il y a beaucoup trop d'éléments techniques aujourd'hui pour qu'un pilote puisse avoir la décision finale. Et dire, moi, je pilote comme ça, je vais faire ça, ça, ça avec ma voiture. Alors que normalement, c'est comme la base de la F1 quand on revient 20 ans en arrière. On avait des gros Grands Prix. Les stratégies étaient plus compliquées, il n'y avait pas tous ces éléments techniques, cet ordinateur n'était pas aussi évolué. Et tu devais en plus gérer l'essence à l'époque. Les équipes avaient des équipementiers de pneus différents. C'est-à-dire que tu pouvais pas te dire, ok, bon, ben, moi je suis uniquement chez Pirelli, je sais comment c'était avant, tu avais Bridgestone, tu avais Michelin, et donc tu n'avais pas toutes les données qu'avait celui qui était chez la concurrence. Ouais, limite, on est passé sur une stratégie, on va dire, technique au préalable, et maintenant sur une stratégie technologique, où en fait, on doit faire attention à tout ce qui est niveau techno. Là, par exemple, en image, je vous montre le volant de la Ferrari. Donc, par exemple, quand vous écoutez tout ce qui se passe en course, tout ce qui se passe avec les radios tchèques, quand ça fait rire beaucoup de commentateurs, mais quand Ferrari va dire stratégie A, stratégie B, stratégie C, stratégie D, bah là en fait on le voit au milieu. Sur le volant, vous avez A, B, C, D, et en fait le pilote va choisir la stratégie, et ça va automatiquement modifier les setups de la voiture pour que ça soit configuré par rapport à la stratégie qui est préconfigurée dans le volant. Il faut savoir que je crois que le volant, c'est la pièce de la voiture la plus chère. C'est environ 100 000 euros un volant. Donc quand on le voit un pilote le jeter, ça fait un peu mal. Mais et en fait les tas de boutons, bah en fait ils sont quasiment tous utiles et ils sont tous utilisés au cours d'une course. Et puis, il y a tellement d'informations qui apparaissent au niveau de l'écran central. Il va y avoir tout ce qui est au départ, le delta time pour lancer au bon moment. Il va y avoir d'autres configurations pour ensuite envoyer, je sais pas, le RS, enfin le système de batterie, l'envoyer au bon moment. Ensuite, il y a un bouton pour le DRS, qui est le petit aileron mobile qui se déclenche. Enfin, il y a tellement de spécifications. Et là, on le voit même en bas à gauche, vous voyez grip. Donc là, on peut modifier directement. Ça doit être le bouton pour la dureté du pneu ou C'est ça. le grip directement sur le pneu, et ça va faire pression sur les pneus. Mais c'est un truc de fou furieux, quoi. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que la stratégie en F1, où avant on était sur des modèles de volant plus réduits, avec moins de technologie embarquée, bah on se rend compte que ça passe de la technique, on va dire mécanique, à la technologie monoplace, quoi. Et du En coup, bac 19, là, en volant, pour comprendre comment ça marche. attends, on en a un de... Est-ce qu'on en fait un de 2000?
Ah bah mais ouais, mais t'as déjà même celui de Ferrari là-haut. Oh là là. Bah ouais, celui-là. Ouais, déjà un peu plus Ah, rien simple. à voir. Bah t'as le attaque, air. Déjà là c'est un peu plus simple. Bon après il y en a qui sont pas trop. Bah, après avant il y avait Ah, ça doit être les. 2010, ouais. Il y avait, il y avait les anciens comme ça. Après, il y avait des volants circulaires aussi, à l'époque. Ouais, Ça, déjà, t'as c'est celui-là où tu vois que l'écran se résume à juste au compteur de vitesse. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais c'est un truc de dingue, hein. En vrai, quand on fait gaffe à tous ces petits éléments. Et, euh, et du coup, si on revient sur une autre question, notamment que tu avais posée, Alex, est-ce qu'un pilote, aujourd'hui, peut prendre des décisions contre son ingénieur? Tu as cité un très bon exemple, je trouve, qui est notre brave Alonso. Euh, À l'époque, il y avait aussi Kimi, mais lui, Kimi, il comprenait pas ce que lui disaient ses ingés, donc c'était différent. Mais en vrai, est-ce que plus, plus tu es expérimenté et plus tu as d'autorité sur ton ingénieur, ou est-ce que c'est un peu au naturel du pilote? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que un pilote doit et peut contrecarrer son ingénieur plusieurs fois par course? Je pense aujourd'hui, on a quelques exemples de personnes qui font, je trouve, du mal à leurs ingénieurs. On a Stroll et on a Tsunoda. Pour moi, c'est les deux personnes, quand tu les entends à la radio, un Tsunoda, quand son ingénieur lui dit calme-toi, en mode mets le mode 5, mode truc, etc., il dit ah, tais-toi, laisse-moi conduire, etc. Bah, tu sais pas si vraiment tu dois croire Tsunoda, parce qu'effectivement, il est dans la monoplace, il sait un petit peu ce qu'il fait, mais en même temps, c'est un rookie. Tu vois qu'en fait, bah, il est dernier toute sa course et tout seul. Donc en fait, bah, il y a son ingénieur qui a beau lui proposer des choses, il veut pas. Troll, c'est exactement pareil. Troll, c'est différent, je pense, que c'est une notion à l'argent. En mode, il sait que son père il est au-dessus, donc il peut se permettre de faire pas mal de choses. Là où en fait, je pense, on l'écoute pas assez, c'est dommage. Mick Schumacher, j'ai vraiment du mal. Un Mick Schumacher, lui, son ingénieur, il lui dit beaucoup de choses, et il écoute énormément, il fait de la bonne gestion. Je trouve que c'est un très bon pilote, Mick Schumacher, parce que justement, il écoute son ingé, il écoute un peu tous ses retours sur quelque chose de très complexe. Et surtout, il faut pas oublier, sur ces jeunes pilotes, hein, comparé à un Alonso, là on fait de la comparaison directe, c'est que bah, en fait, quand tu passes de la F2 d'aujourd'hui à une F1, t'apprends tous ces boutons, t'apprends toutes ces combines, t'apprends le RS, t'apprends plein de trucs qui fait qu'en fait, tu as besoin de te faire accompagner par quelqu'un. Et moi, je respecte énormément aussi les anciens pilotes qui ont su s'adapter. Un Lewis Hamilton, un Alonso, etc. Quand il y a vraiment eu la différence, le gap avec leur ancien volant et les nouveaux volants et la complexité, bah, en fait, je pense que eux peuvent se permettre de dire, bah, écoute, moi j'ai vu la différence de comportement d'une voiture à l'époque des années 2005 et aujourd'hui en 2022. Je pense qu'au niveau du châssis, ça doit être quasiment la même chose. Après, tu as les systèmes d'aéro, comme on le voit à ta caméra, les petits ailerons, etc. Ça te fait aussi autre chose. Je pense un autre sentiment et c'est là-dessus. La voiture doit être aussi plus légère, tu as moins besoin de tourner parce que tu as plus d'aéro. Mais je pense que eux peuvent se permettre de dire, par contre, là, mon ingé, moi, je suis pas d'accord, je continue. Ou alors un Alonso qui dit, bah, non, non, je suis pas d'accord, je comprends pas, non, non, je m'arrête pas, non, non, je fais ça, etc. Fais-moi confiance. Et l'ingénieur, il sait qu'il doit rien dire à ce moment-là parce que bah, c'est l'instinct du pilote, quoi. Ouais, je vois. C'est un peu à double tranchant, quoi. Si t'es jeune, faut mieux écouter. Et puis, si t'es un peu plus expérimenté, tu peux te permettre un peu plus de retour franc. Ouais, et Ouais, t'as c'est aussi, je ça, pense mais aussi quelques pilotes relous, enfin Verstappen, je sais pas si vous vous souvenez, à Barcelone, l'ingénieur qui te disait appuie doucement sur ton bouton de DRS, appuie pas comme un fou, ou alors parce qu'il y a une bosse, ou parce qu'il y a un truc comme ça. Il était tellement énervé et parce qu'il sait que, je pense, Verstappen se permet beaucoup de choses dans l'écurie qu'une autre personne, qu'un autre pilote ne pourrait pas. Et donc là, il s'est dit, bah, vas-y, laisse-moi tranquille, tais-toi, je fais mon truc, quoi. Ouais, je vois. Ah, Yo-Yo, tu voulais dire intervenir? ouais, après, un Alonso ou un Hamilton, tu peux leur donner la voiture la plus pourrie. Avec le retour, ils peuvent te faire une bête de course quand même. T'as aussi ça qui compte, c'est l'expérience du pilote qui a galéré,
qui est monté petit à petit, qui a 10 ans d'expérience et qui peut te dire ça sur ma voiture, ça va pas aujourd'hui. Donc quand je parle stratégie, bon, bah, les gars, laissez-moi faire aussi. Ouais. Et on en revient un peu au bon move. On le verra par la suite si c'est un bon move ou pas, mais le recrutement d'Alonso chez Aston Martin, est-ce que ça peut apporter du coup ce truc-là, c'est-à-dire des ingés aujourd'hui qui subissent Stroll versus des ingés qui sont accompagnés par Vettel, mais Vettel il est un peu en mode give-up, donc il est pas non plus le plus investi du monde, il est investi surtout sur Mick. Est-ce que vous pensez que du coup Alonso, avec cette expérience, peut amener par exemple des ingénieurs chez Aston Martin à se renforcer, à se développer et du coup en ça à la stratégie à se développer? Est-ce que la stratégie d'une équipe peut changer en fonction du pilote? Est-ce que Moi, ouais, moi, je suis à 100% que Aston Martin va progresser et qu'on risque au contraire de voir, en fonction du pilote que pour Alpine régresser aussi. Tu as une Aston qui, alors certes, comment ça s'appelle? Vettel, il a give up, mais Vettel, pendant 4 ans, il a lutté justement pour essayer de faire remonter Ferrari et justement faire ce que Ferrari gagne des titres constamment. Et les dernières années, je pense que c'est des années trop, et donc c'est pour ça qu'il a abandonné une fois qu'il était chez Aston. Mais sinon, Alonso qui se régale comme il se régale chaque week-end, avec l'expérience qu'il a, il n'y a aucun doute qu'une Aston, même si alors Aston, elle sera pas au premier plan, elle gagnera peut-être pas des courses, ou elle gagnera peut-être une course comme Alpine l'a fait la saison dernière, mais ils vont le faire, sans aucun problème. bon, Moi, je pense qu'on en revient à notre discours de la dernière fois. En fait, chaque écurie, ils ont un pilote favori et ils ont une voiture. Et là, on le voit sur F1 Manager, tu sais, quand tu fais des modifications, tu les appliques à quelle voiture pour voir un petit peu ce qui se fait. Et Williams l'a très bien fait ce Grand Prix-là, et même le Grand Prix d'avant, où ils avaient dit, bah, on va appliquer des modifications drastiques sur la voiture d'Albon, on va voir, on va l'adapter, on va faire la voiture sur Albon, on va voir ce que ça va donner. Et en fait, tu vois qu'un Albon se met, il vient en Q3, fait P9, et donc du coup commence P6. Et je pense que là, avec Alonso qui va arriver chez Aston, bah Aston, ils avaient eu un Vettel, mais Vettel, il était peut-être un petit peu déjà sur le départ depuis 2 ans, allez, il faut pas se mentir. Ils ont quand même bien avancé parce que Aston, ils sont vraiment une voiture hyper rapide en ligne droite. Et là, avec Alonso, Alonso, il va vraiment dire en mode ça c'est nul, on va faire la voiture pour Alonso. Comme McLaren qui font une voiture pour Norris plutôt que Ricardo, quoi. Et donc tous les trucs vont être faits autour de ça, quoi. Et on se souvient tous d'Alonso avant qu'il parte à la retraite, sa première retraite, hein, entre guillemets, quand il était chez McLaren et qu'il faisait des retours à la radio à McLaren en disant bah, super, on a fait la voiture la plus nulle du plateau. Et il disait ça dans la radio et en fait, bon bah après il avait juste à dire ce qui allait pas, quoi. Et je trouvais ça bien parce qu'en soi, enfin bien, il dit juste complètement en quoi c'est nul. Il va l'expliquer après aux ingénieurs, etc. Et donc du coup ils vont bosser. Et aujourd'hui McLaren, bon, sauf peut-être cette année on va dire, même s'ils sont encore compétitifs, mais surtout l'année dernière, on a vu un gap drastique comparé à il y a 3 ans où ils étaient vraiment en fin de peloton, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, on espère que tout ça va se mettre aussi dans le bon ordre pour les futurs pilotes et qu'ils prennent un peu en compte tout ça et qu'ils s'adaptent aussi à la stratégie d'une écurie, même si celle-ci n'est pas optimale. On voit avec Ferrari. Mais du coup, si on peut terminer ce sujet en résumé, en gros, bah, pour ceux qui nous écoutent, une stratégie en F1, bah, c'est un tout. On doit prendre en compte tellement de paramètres que au tout début du week-end, vous pouvez être sur une stratégie, mais au fur et à mesure de la météo, des pneus, des autres, de votre pilote, etc., bah, tout peut changer. Donc c'est hyper complexe. Et on est passé du coup sur une stratégie beaucoup plus technique, mécanique auparavant, sur une stratégie technologique aujourd'hui. Et là, en fait, on a besoin de l'avis du pilote, comme l'avis de l'ingénieur, comme de la data. Et il y a beaucoup de choses qui sont aussi passées sur la data aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y a des sponsors qui sont spécialisés dans la data. Aujourd'hui en F1, vous avez Oracle, il y a AWS, Amazon qui gère en fait des serveurs de data. Bah, en gros, tout aujourd'hui est basé sur la data pour performer. Et c'est pas pour rien que en F1, tout peut se jouer à 0,0001 seconde. Donc
tout est optimisé. Bah, merci messieurs pour ce sujet.